Bonjour à tous ceux d'entre vous qui nous rejoindraient pour cette deuxième table ronde. Et sinon, bonne continuation à ceux qui sont déjà avec nous depuis 13 heures en heure française. Donc, avant de passer la parole à Samantha Cazwan, qui va très brièvement introduire cette deuxième table ronde, je voudrais présenter et remercier tous celles et ceux qui ont accepté d'y participer. Olivier Brochet, directeur général de l'AEFE, Jean-Marc Mériot, directeur général de la mission laïque française, qui est avec nous ici au Caire, Monsieur Rima Hamoud, qui est le vice-président de la FLEC, que je vois à l'écran, Madame Rosen Le Guenec, qui est la directrice de l'enseignement, de l'orientation et de la formation à l'AEFE, Monsieur Bruno Valéry, directeur du développement et de l'accompagnement du réseau, Madame Catherine Gufflet, qui est directrice de la pédagogie et du développement professionnel à la mission laïque française, Madame Dominique Lantier, qui est proviseure du lycée français de Tananarive à Madagascar, qui est un établissement mutualisateur, institut régional de formation, Monsieur Jamil Maléran, qui est le proviseur du lycée Concordia, qui nous accueille ici, et Monsieur Amar Kamal, sur lequel je fais un zoom, qui est membre du conseil d'administration du lycée Concordia. Donc, vraiment, monsieur Kamal, nos remerciements, et qui est donc un établissement partenaire de la mission laïque française. Pardon, excusez-moi. C'est la fatigue. Partenaire de l'AEFE. Oui, alors, voilà, je vais être très brève sur cette introduction parce que moi, j'interviens ici avant tout comme législateur et je ne suis peut-être pas la mieux placée pour, en tout cas, parler d'autre chose que les financements publics. Donc, moi, simplement rappeler que la subvention aujourd'hui qui est mise à disposition de l'agence à travers le programme 185, et son directeur me corrigera si jamais je n'ai pas les bons chiffres, mais ils sont clairement en augmentation par rapport à l'an dernier, de 30 millions d'euros. Donc, ils sont là pour couvrir des besoins que vous rappellerez peut-être, monsieur le directeur, et que cette subvention avoisine aujourd'hui les 460 millions d'euros, ce qui est quand même une somme extrêmement importante dont seule la France aujourd'hui, à travers le monde, met à disposition et à la fois de notre réseau, mais aussi à disposition de nos concitoyens et de tous ceux qui font confiance à ce modèle d'enseignement à travers le financement des professeurs et des infrastructures. Et puis, il y a aussi plus d'une centaine de millions d'euros de bourses qui sont aussi une forme de financement indirect de ce réseau. Et puis, il y a d'autres modèles aujourd'hui qui existent, mais qui n'existent pas depuis hier, qui existent déjà depuis des années et des années, pour ne pas dire décennies, qui est cette association publique-privée et qui a tendance aujourd'hui, évidemment, à prendre aussi, je dirais, le pas sur beaucoup d'autres formes de développement, alors qui tiennent à des choix politiques qui ont été faits dans ces dernières décennies également. Et donc, il nous appartient aujourd'hui à tous de commenter ces budgets, ce financement, et de proposer, si besoin est, des évolutions. Moi, je suis témoin ici, lors de mon déplacement, d'un partenariat qui semble être, de mon point de vue, que j'ai toujours défendu sur un plan politique, celui qui est extrêmement intéressant, à savoir des investisseurs qui financent le bâti, et la France qui, à travers des partenariats, soit par le biais de l'AEFE, soit par le biais de la MLF, eh bien, propose de l'ingénierie, propose de la pédagogie, de l'éducation, évidemment, c'est-à-dire le modèle français, et viennent donc finalement associer deux modes de financement, l'un par les RH et puis je dirais la formation, et puis l'autre par la dimension immobilière, mais qui est privée. Donc voilà, vous dire aussi que parmi les différents points qui seront abordés lors de cette prochaine réunion et consultation, nous parlerons, mais je ne sais pas si nos interlocuteurs souhaitent l'aborder aujourd'hui, mais il y aura évidemment à aborder aussi le financement d'un certain nombre de budgets aujourd'hui de l'agence, tels que le GVT,
la pension civile et son rebasage éventuel, ainsi que sa capacité d'emprunt. Voilà, ce sont aussi des sujets qu'il est important d'aborder dans les prochains mois. Peut-être le seront-ils aujourd'hui si nos interlocuteurs souhaitent le faire. Mais sachez que c'est aussi un sujet extrêmement important de notre réseau, puisque l'opérateur public est là aussi pour coordonner le réseau, mais aussi lui apporter un soutien financier. Voilà, pour ma part, j'ai déjà trop parlé. François, je te laisse répartir la parole. Oui, alors peut-être juste avant de faire réagir justement Olivier Brochet sur le financement, l'utilisation de la subvention publique, on voulait vous dévoiler le résultat de notre consultation sur le volet développement du réseau. Donc, on a posé une première question qui était pensez-vous qu'il revienne à l'État français de bloquer les frais de scolarité de tous les établissements et qu'il lui revienne de compléter le manque à gagner des établissements? Et donc, c'est très intéressant. On constate vraiment de façon très nette à 66% que les gens considèrent que ce n'est pas le rôle de l'État de réguler, de bloquer les frais de scolarité pour compenser. Donc, la seconde question, et là encore, le résultat est très intéressant. Pensez-vous que la subvention publique doive avant tout aider à soutenir les frais de scolarité? Et là, on mentionnait les différents types d'établissements. Et on voit que, là encore, les 2/3 des répondants considèrent que, en fait, si on peut juste revenir sur la page précédente, les 2/3 des répondants considèrent que l'ensemble des établissements du réseau, quel que soit leur statut, donc établissement en gestion directe, conventionnés ou partenaires, doivent pouvoir bénéficier de l'aide publique. Et ça, je pense, c'est quelque chose dont il va falloir parler dans les débats qu'on va avoir. Si on passe sur la question suivante, là encore, le directeur pourra nous expliquer ce qu'il est prévu au niveau de l'amendement. Donc, on a à nouveau, dans le projet de loi de finances 2023, qui est en discussion actuellement au Sénat, une augmentation de 30 millions du budget de l'agence, soit 7% du budget. Alors, actuellement, il y a un fléchage qui est prévu, mais on demandait aux gens, s'il n'y avait pas de fléchage, quelles seraient pour vous les priorités? Et ça revient aux échanges qu'on a eus jusqu'à présent. La priorité numéro 1, c'est financer la formation initiale et la formation continue des enseignants dans les instituts régionaux de formation. Et donc, on va être amené à évoquer ce problème du financement des IRF. Également, aider les établissements qui subissent des crises majeures. Donc, on voit qu'il y a aussi une notion de solidarité. Et c'est très important dans une notion de réseau. Également, aider les établissements partenaires qui sont en création. Donc, les répondants considèrent que s'il y a un abondement de la subvention publique, elle devrait pouvoir contribuer au développement du réseau, ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui, on y reviendra. Et puis finalement, donc, aider les EGD, les établissements conventionnés, à faire face à l'augmentation des salaires des personnels détachés et financer l'agrandissement des établissements en gestion directe. Également, donc, on va en parler de ce contexte inflationniste et de la crise énergétique qui fait que les charges des établissements augmentent de façon très importante et qu'évidemment, il faut les répercuter sur quelqu'un, en tout cas les prendre en charge. Et donc, quelles sont selon vous les mesures à prendre pour pouvoir contenir les augmentations? Et quelque chose d'intéressant, les répondants indiquent en premier choix que l'établissement devrait chercher d'autres sources de financement que simplement les frais de scolarité ou la subvention publique quand elle l'aurait disponible. Également, en deuxième choix, que l'établissement devrait optimiser leurs dépenses et chercher des sources d'économie. Et ne vient en troisième et quatrième choix simplement que l'État français devrait mettre en place un bouclier tarifaire, comme il l'a fait pour le carburant, par exemple, ou pour le gaz, et que l'établissement devrait surseoir à leurs investissements et utiliser leur fonds de réserve. Je pense, je ne sais plus s'il y en a un troisième, voilà, exactement, puisqu'on a deux éléments aujourd'hui, le financement du réseau en général et de la formation en particulier.
Et là, c'est écrasant. 85% des personnes consultées qui trouvent prioritaire de former dans les instituts régionaux de formation les néo-recrutés non titulaires de l'éducation nationale ou les personnes avant même ayant vocation à enseigner, avant même qu'elles soient recrutées dans les établissements. Voilà. Écoutez, monsieur le directeur Olivier Brochet, je vous propose dans un premier temps de réagir et puis on lancera après les échanges avec les différents intervenants. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci beaucoup, François. Alors, je vais essayer d'être assez court, mais en même temps assez précis, ce qui va m'amener à utiliser pas mal de chiffres. Mais comme il y a toujours beaucoup d'interrogations justement sur ces questions de financement du réseau et de rôle de l'agence, je vous remercie de me donner cette occasion de justement apporter quelques éléments les plus objectifs possibles. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler un peu ce qu'est ce réseau. Donc c'est 567 établissements qui composent le réseau. Lorsqu'on regarde, 12% de ces établissements sont des EGD, des établissements en gestion directe de l'agence, qui scolarisent 20% des élèves. 28% des établissements sont des établissements conventionnés qui scolarisent 31% des élèves, et 60% des établissements sont des établissements partenaires qui scolarisent aujourd'hui 49% des élèves. Donc, il est important de garder cela à l'esprit parce que l'on voit que finalement, EGD conventionné aujourd'hui représente 40% de ce réseau, mais encore un peu plus de la moitié des élèves qui sont scolarisés. Et c'est vrai que c'est cette organisation, je dirais, un peu historique depuis au moins 30 ans de ce réseau qui, après ça, explique aussi la façon dont le financement, et notamment le financement public, a été majoritairement orienté, même s'il est en modification progressive. Ça, c'était le premier point que je souhaitais souligner. Le deuxième point, c'est que le chiffre d'affaires global de ce réseau de l'enseignement français à l'étranger peut être estimé autour de 3 milliards d'euros. Sans doute un peu plus aujourd'hui, c'est une estimation à laquelle on a procédé il y a 1 an ou 2. Si l'on rapporte le budget de l'agence à l'ensemble du chiffre d'affaires de ce réseau, le budget de l'agence pour 2023, c'est environ 1,2 milliard d'euros. Donc, on voit qu'évidemment, la partie, je dirais, qui est faite d'une façon ou d'une autre d'un financement public, même si tout ce financement ne vient pas de l'État, ne représente un peu plus du tiers de ce chiffre d'affaires. Alors, ce 1,2 milliard d'euros de l'agence, il est financé de deux façons. Il est financé par une subvention de l'État, la subvention pour recherche publique sur le programme 185 et c'est en 2023 de 441 millions d'euros, donc c'est 30 millions d'euros, comme le signalait Madame la sénatrice, 30 millions d'euros supplémentaires, 10 millions d'euros supplémentaires pour l'aide au Liban, et ça rejoint une des questions qui était évoquée dans le sondage que vous avez fait sur l'aide qui est apportée par l'intermédiaire de l'agence à des pays, à des établissements qui peuvent être en difficulté, et puis 20 millions d'euros qui sont apportés pour faire face aux augmentations importantes pour les salaires des fonctionnaires détachés auprès de l'agence, du fait notamment de l'application de l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires et puis également de notre nouveau statut. Mais il n'y a pas que cette subvention publique qui vient, il y a également 3,7 millions d'euros qui viennent à l'agence pour contribuer pour moitié au financement des bourses Excellence Major que nous mettons en œuvre. Et puis 100 millions d'euros, un peu plus de 100 millions d'euros qui sont pour les bourses pour les Français qui sont dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, cette subvention pour recherche publique qui représente je dirais, un petit peu moins de la moitié du budget de l'agence, elle a en fait des vocations qui sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a des vocations qui sont liées directement aux actions de l'agence comme gestionnaire d'établissements avec des personnels détachés, des actions de l'agence comme partenaire privilégié d'établissements qui sont les établissements conventionnés dans lesquels l'agence met des personnels détachés
à disposition de ces établissements, des crédits qui servent à l'ensemble de la communauté française à l'étranger, quel que soit le statut des établissements, que ce soit les bourses, que ce soit même voilà, des crédits qui correspondent, comme les boursiers Excellence Major, qui correspondent à une action de diplomatie d'influence, puisque ce sont des crédits là pour favoriser la venue d'élèves bacheliers étrangers en France. Donc, cette subvention publique, elle a déjà différentes vocations. Et puis, l'agence, elle reçoit aussi des recettes propres. Elle a des ressources propres qui sont d'abord les ressources propres de ces établissements en gestion directe, environ 448 millions d'euros, qui correspondent aussi bien à des droits de scolarité qui sont encaissés dans les budgets de ces établissements et qui sont intégrés au budget de l'agence, puisque le budget de l'agence et de ces EGD est un budget unique, mais également la contribution de ces EGD au fonctionnement avec le paiement de PRR et de PFC qui est intégré dans cet ensemble des 448 millions d'euros, mais qu'on peut valoriser à 112 millions d'euros sur les 448. L'agence touche aussi des recettes en provenance des établissements conventionnés. Ce sont les participations à la rémunération des résidents ou des détachés, maintenant nous allons dire ainsi, et la PFC, c'est 126 millions d'euros qui reviennent, plus 6 millions d'euros de remboursement de frais annexes qui viennent de ces établissements conventionnés pour le paiement d'heures supplémentaires en particulier, et puis différents autres produits des établissements conventionnés, 6 millions d'euros qui correspondent à des loyers pour des établissements qui sont installés sur des terrains gérés par l'agence, etc. Et puis les partenaires, les établissements partenaires ont une contribution, mais cette contribution en fait est assez limitée puisque les recettes que nous enregistrons de la part des établissements partenaires au titre des accords de partenariat représentent 6 millions d'euros hors formation. Hors formation, j'y reviendrai. Donc, voilà un petit peu pour vous donner cette idée, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une grosse part de la subvention publique qui est utilisée pour ces établissements en gestion directe et ces établissements conventionnés, mais il y a aussi une part importante de la subvention publique qui est au bénéfice de l'ensemble du réseau. Je parlais des bourses, des boursiers Excellence Major, je peux parler aussi des subventions apportées au réseau, 9 millions d'euros qui sont apportés en subventions de sécurité pour des établissements du réseau, 6 millions d'euros qui sont apportés en aide au développement pour les établissements, etc., etc. Voilà pour cette image très globale et que je voudrais traduire ensuite en termes d'aide apportée à chaque élève du réseau pour qu'on puisse mesurer les différences là aussi. C'est ce que nous appelons l'aide nette apportée au réseau. Cette aide nette est évidemment variable selon la catégorie d'établissement puisque la relation entre l'agence et ses établissements est de nature différente. L'aide nette dans les EGD est de 2100 €. L'aide nette dans les établissements conventionnés est de 1700 € et dans les établissements partenaires, elle est d'environ 160 € par élève. Ces chiffres étant donnés hors bourse versée à des élèves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, s'il n'y avait pas le soutien apporté par l'État à ces différentes catégories d'établissements, les droits de scolarité supportés par les familles augmenteraient d'autant. Et que dans les EGD, en gros, les droits de scolarité augmenteraient en moyenne. Hein, ce sont des moyennes, puisque évidemment tout cela est pondéré selon les zones. On aurait 2100 € de droits de scolarité supplémentaires dans les EGD, 1700 de plus dans les conventionnés, et environ 200 € de plus dans les partenaires. Mais enfin, je mets la situation des partenaires est évidemment assez différente puisque l'aide est apportée différemment. Alors voilà pour cette photographie et j'en viens maintenant à la question de la formation parce que la formation est une mission renforcée pour l'agence dans le cadre du soutien à l'ensemble du réseau et du soutien au plan de développement. Et vous le savez, cette année est une année décisive puisque c'est celle de l'achèvement de la mise en place des instituts régionaux de formation qui verront pleinement le jour au sens administratif et budgétaire le 1er janvier prochain. Alors,
Dans un premier temps, évidemment, les établissements en gestion directe, que sont les IRF, qui vont voir le jour, vont avoir un budget qui est celui qui est aujourd'hui dans le cadre de la mutualisation. Et ce budget, dans le cadre de la mutualisation, représente aujourd'hui environ 16,5 millions de recettes qui sont en provenance des différents établissements, avec des contributions selon les établissements et selon les zones qui sont encore aujourd'hui un peu variables, hein, mais ça donne une idée. Mais les recettes de nos zones de mutualisation aujourd'hui, nos dépenses pardon, en zone de mutualisation, qui seront les dépenses de nos IRF, sont d'ores et déjà supérieures à ces recettes puisqu'elles sont de l'ordre de 19 millions d'euros, c'est-à-dire que l'agence utilise la subvention publique qui lui a été versée pour procéder à des ajustements dans les différentes zones et dans les différentes IRF quand les budgets, les ressources propres de ces IRF ne leur permettent pas d'alimenter un programme de formation à la hauteur des besoins dans ces zones. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Mais je voudrais aussi souligner que la quantification budgétaire de l'apport de l'agence et donc de l'apport de l'État à la formation ne se résume pas au chiffre d'affaires des 16 IRF qui vont voir le jour. Il faut compter aussi la masse salariale des enseignants formateurs et des personnels dédiés à la formation par l'agence pour l'ensemble du réseau. Vous le savez, nous avons 11 inspecteurs d'académie IPR. Alors, ils ne font pas que de la formation. On a vu, ils sont bien mobilisés sur l'homologation et sur toutes les questions liées à cela. Mais enfin, ils sont les maîtres d'œuvre de la formation avec les 17 inspecteurs de l'éducation nationale qui sont en poste. Et puis, nous avons un petit peu moins de 300 conseillers pédagogiques de l'enseignement primaire, les CPAIEN, enseignants maîtres formateurs du primaire et EMCP2, les enseignants formateurs du secondaire. Le coût salarial de ces personnels de formation de l'agence, il est de 70 millions d'euros environ. Ce qui veut dire qu'en fait, l'engagement en termes de formation qui est soutenu par l'État aujourd'hui, il est de pratiquement 90 millions d'euros par an, avec une contribution directe des établissements à ce financement qui est de 16,5. Donc voilà un petit peu cette image que je voulais donner sur l'importance accordée évidemment par l'agence à la formation. Ça a été un effort renforcé tout au long de la décennie passée et qui va se poursuivre aujourd'hui dans le cadre de la mise en place de ces IRF. Nous avons bénéficié aussi, je veux le rappeler, il y a 2 ans de cela, d'un rebasage budgétaire de l'État à hauteur de 25 millions d'euros pour notamment nous permettre d'accompagner le plan de développement. Et je voudrais préciser que ces 25 millions d'euros rebasés ont été utilisés à la fois pour permettre à la PFC d'être ramenée de 7,5 à 6%, ce qui a consommé à peu près la moitié de ce rebasage, mais l'autre moitié a été largement consommée dans le plan de développement, avec 7,5 millions qui ont été consacrés au recrutement de 50 formateurs supplémentaires en l'espace de 2 ans, et puis à des investissements numériques qui ont été engagés. Je voudrais citer par exemple la mise en place d'Athéna, avec un personnel également dédié, des licences numériques qui ont été achetées pour pouvoir bénéficier à nos dispositifs de formation en intégrant beaucoup plus de numérique qu'auparavant. Donc voilà un petit peu tout cet investissement qui a été réalisé et la traduction, et je terminerai là-dessus, en termes de formation. C'est donc la mise en place de ces IRF au 1er janvier prochain, mais mise en place qui a été précédée depuis le mois de septembre 2021 par la création des parcours pour les personnels à professionnaliser, les PAP. Ça a été un travail qui a été mené en partenariat avec Canopé, avec lequel nous avons signé une convention spécifique pour mettre en place ces 2 parcours, un parcours d'intégration et un parcours de consolidation pour les personnels recrutés. Et ça rejoint là aussi l'un des questionnements qui est dans votre sondage. Vous dire que sur l'année 21-22, qui a été la première année de mise en place de ces PAP, nous avons eu plus de 1000 enseignants nouvellement recrutés qui ont été inscrits dans ces PAP. Donc d'emblée, une très forte
une très forte demande à laquelle nous nous sommes attachés à répondre. Vous dire également que depuis le mois de janvier dernier, donc, nous avons mis en place les conseils pédagogiques et scientifiques des IRF, donc, qui sont chargés de préparer notamment les plans régionaux de formation, en faisant de ces plans de régionaux de formation des plans beaucoup plus ambitieux qu'ils n'étaient, grâce en particulier à la mise en place d'un nouvel outil numérique qui s'appelle Athéna. Athéna qui a reçu un grand succès puisque nous avons actuellement 16 500 utilisateurs actifs sur Athéna, 80 000 connexions depuis le mois de janvier de la part des partenaires et plus de 100 000 offres de formation qui ont été consultées. Nous serons en mesure, à la fin du premier semestre prochain, de faire un bilan global justement de l'augmentation de la formation au-delà des PAP dont je parlais, qui est déjà très significative, mais sur l'ensemble de la formation. Donc voilà un petit peu la façon dont l'agence utilise ses fonds publics, mélangés effectivement dans le cadre d'un partenariat public-privé avec les établissements et en particulier avec les établissements en gestion directe et les établissements conventionnés, mais avec un effort global mené en direction de l'ensemble du réseau pour faire vivre ce réseau et accorder notamment davantage de place à la formation pour l'ensemble des personnels. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour cet effort de pédagogie que tout le monde appréciera. Et si vous me le permettez, nous retranscrirons également ces chiffres, parce que je crois que c'est important qu'on comprenne bien la répartition du montant de cette subvention. Merci en tout cas pour cet effort. Merci. Peut-être pour avoir un peu d'interactivité, faire réagir monsieur Kamal sur justement le financement, l'aide aux établissements partenaires. Bon, alors bonjour monsieur le directeur, monsieur Brochet. Actuellement, comme investisseur d'un établissement privé en Égypte, un établissement bac français, je vois que la subvention que le gouvernement français est une subvention vraiment remarquable. Mais à mon avis, il faut définitivement augmenter le tarif scolaire des établissements EGD tout autour du monde parce que c'est l'élève qui en profite et ce sont les parents qui choisissent ce genre de l'éducation et ils doivent payer tout le nécessaire. Alors, ce n'est pas la peine qu'on a une subvention pour les élèves normaux qui sont dans les établissements EGD. Donc, pour les établissements partenaires comme nous, je vois aussi que maintenant, dans un pays comme l'Égypte, où on met un investissement de 500 millions de livres égyptiennes, ce qui fait à peu près 20 millions d'euros, et cette somme-là, on le met pour avoir un établissement qui peut accueillir dans les environs de 1200 élèves. Et comme chez nous, on ne peut pas faire un tarif scolaire qui dépasse le tarif scolaire des établissements EGD. Alors, le revenu qui vient des 1200 élèves n'est pas suffisant pour gérer un établissement qui est de 1200 élèves qui coûte 500 millions. À mon avis, on peut augmenter le tarif scolaire des établissements privés si seulement le EGD peut augmenter un tout petit peu. De cette façon, on sera toujours moins que les établissements EGD. Alors, votre vision et le sondage que j'ai vu maintenant, il donne une priorité pour augmenter le tarif scolaire et à mon avis, ça ira bien et les parents ne seront pas fâchés de ça. Ils sachent que tout est augmenté, spécialement après cette guerre de la Russie et l'Ukraine. On est dans la saison où on peut augmenter les tarifs scolaires et les familles vont accepter sans problème. Alors, avant de vous donner la parole, monsieur le directeur, pour que vous puissiez peut-être aussi corriger la vision qui est celle ici assez particulière de l'Égypte,
et parce que j'aimerais pas que tous les parents des EGD nous envoient des messages en disant que nous faisons la promotion de l'augmentation des frais de scolarité dans les EGD. J'ai pas très envie de cela. Simplement expliquer peut-être qu'il y a parfois des particularités où les frais de scolarité des EGD effectivement empêchent les établissements partenaires de pouvoir couvrir leurs simples charges, puisque eux, par définition, ne sont pas élevés. Je prends simplement l'exemple du lycée du Caire, où j'ai demandé à ce qu'on me donne le coût normal d'une scolarité si le programme n'intervenait pas pour aider l'établissement. On serait à plus de 8 500 €, et en l'occurrence, on impose aux établissements partenaires un coût, de ce que je comprends, en tout cas du fonctionnement, avoisinant les 5 000. Donc, on peut comprendre que les établissements partenaires se retrouvent dans des situations très compliquées de devoir gérer une masse salariale qu'ils ne peuvent pas rémunérer à la hauteur de ce qu'ils souhaiteraient, parce qu'ils sont conditionnés à des coûts, mais dans une forme de distorsion, puisque les uns ont la subvention publique et pas les autres. Donc, en fait, ce serait un peu permettre aux établissements partenaires, au moins, de mettre des frais de scolarité qui couvrent leurs charges, tout simplement, comme d'ailleurs je peux le constater lors de mes déplacements à travers le monde, où ça peut être le cas, et je ne citerai que comme exemple Lisbonne, par exemple, mais bien d'autres existent. Donc peut-être, monsieur le directeur, pouvez-vous corriger pas corriger, mais du moins donner votre vision aussi de cette situation. Oui, ça fait partie du bonheur d'être directeur de l'AEFE, d'être soumis à des injonctions parfois assez contradictoires, et en particulier de la part évidemment des familles qui scolarisent leurs enfants dans les EGD et qui trouvent que nous demandons des tarifs trop élevés, et des partenaires qui trouvent que nous ne mettons pas des tarifs assez élevés. Donc on essaye de faire attention à tout cela. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de règle qui imposerait aux partenaires d'être calés sur les tarifs pratiqués dans les EGD. Et il y a beaucoup d'endroits que je connais où les établissements partenaires qui sont dans la zone ont des tarifs qui sont supérieurs, ce qui peut d'ailleurs, ce que nous essayons de prendre en compte au moins partiellement. Et je veux rappeler à cet égard la mesure qui a été décidée l'année dernière en Commission nationale des bourses, qui est de réduire le reste à charge pour les familles qui scolarisent leurs enfants dans les établissements qui ont des tarifs supérieurs à ceux de l'EGD de référence ou du conventionné de référence dans la zone, puisque depuis maintenant un an, à la CNB, à la Commission nationale des bourses, nous intégrons dans le calcul de référence, dans le taux de référence de l'EGD ou du conventionné, nous intégrons justement le montant de l'aide nette, ce qui a permis de justement réduire le reste à charge pour les familles bénéficiant de bourses, mais scolarisant leurs enfants dans les établissements partenaires. C'est une façon de prendre en compte cette réalité. Mais voilà, après ça, c'est vrai qu'il y a une réalité historique qui est des établissements qui sont des établissements anciens, qu'ils soient de l'État, donc les établissements AEFE, ou qu'ils soient conventionnés de longue date et donc dans une relation particulière avec l'État. Il y a l'inscription dans la loi de 1990 qui a créé l'AEFE d'un principe de modération, je ne sais plus comment c'est rédigé exactement, mais de modération des droits de scolarité pour les familles que nous nous efforçons d'appliquer, en tout cas pour les établissements dans lesquels nous pouvons le faire directement, à savoir les EGD qui sont de notre propre responsabilité, les conventionnés avec lesquels nous avons une relation particulière. Alors, c'est vrai qu'après ça, et j'en profite pour saluer M. Kamal, que j'ai eu le plaisir de voir il y a quelques semaines de cela en Égypte. C'est vrai qu'après ça, dans la réflexion sur le plan de développement, sur l'accompagnement des établissements partenaires dans leur croissance, il y a peut-être des éléments de réflexion sur la façon d'apporter un soutien. Ces établissements aujourd'hui peuvent bénéficier de la garantie de l'État sur les emprunts auxquels ils procèdent, ce qui est quand même un engagement fort de la part de l'État aux côtés de ces établissements. Je rappelle pour les établissements hors Union européenne que 90% de leurs emprunts pour
du financement immobilier peut être garanti par l'État français, ce qui leur permet d'avoir des taux d'intérêt, évidemment, en général, beaucoup plus bas. Ils peuvent bénéficier de subventions, d'autre part, dans la limite d'une quinzaine de millions d'euros par an, puisque ce sont les 9 millions d'euros de sécurité et les 6 millions d'aide au développement. Ce sont la façon dont on peut les aider. Mais c'est vrai qu'après ça, les investissements immobiliers sont extrêmement lourds, c'est extrêmement compliqué pour tous. Je dirais qu'avec la gestion, la création des viviers d'enseignants bien formés, ce sont les deux grands enjeux du plan de développement. Les établissements partenaires et les établissements conventionnés peuvent bénéficier, comme je le disais, d'un soutien indirect de l'État, mais qui n'est pas négligeable quand même pour pouvoir financer leur immobilier. Vous le savez, l'agence, en revanche, est très handicapée en la matière puisqu'elle n'a pas cette capacité d'emprunt. Ce sont des enjeux qui, lorsque l'on pense aux prochains mois, Madame la sénatrice, vous le savez, sur cette réflexion, sur cette concertation, je pense que ce sont des enjeux qui devront être sans doute sur la table. Je vous rejoins totalement. Merci, merci Monsieur le Directeur. Peut-être demander à Jean-Marc Mériot de réagir, et si d'autres veulent réagir sur le financement du réseau en général, je les invite à lever la main. Et puis sinon, après, on passera sur plus le financement de l'offre de formation et son financement, qui est quelque chose de véritablement essentiel. Peut-être pour rebondir plus directement sur ce qui vient d'être dit, je pense que la problématique à laquelle on peut être confronté et à laquelle aussi le réseau MLF peut être confronté, c'est que les frais d'écolage dans les EGT constituent un étendard au sens économique du terme. C'est-à-dire que nous sommes amenés à nous caler sur cet étendard, et donc la problématique, elle est bien celle-là aujourd'hui. Et du coup, ça peut, compte tenu que nous sommes dans un environnement concurrentiel, créer de la distorsion de concurrence. Et donc, du coup, c'est bien un pur problème aussi très fort sur la question économique en tant que telle. Et donc, parce que nous sommes dans un marché sur lequel nous avons un bien public qui est porté par l'AEFE et des acteurs privés et des biens privés. Et c'est bien cette coexistence qui peut provoquer des problématiques telles qu'on peut les observer aujourd'hui. Et même nous, en plus, on est une association d'utilité publique, on a aussi cette question-là qui est encore différente. Mais bon, voilà, je pense que c'est aussi ces problématiques. Alors, peut-être pour rebondir sur la question de la stratégie d'investissement et peut-être pour donner un éclairage, puisque nous sommes en Égypte, et de voir comment nous avons été amenés à pouvoir structurer notre approche en matière de stratégie de développement en Égypte. On a cherché bien évidemment, pour une association comme le nôtre, à minimiser aussi les risques en matière d'investissement, parce que nous n'avons plus les capacités d'investir dans de nouveaux établissements, en tout cas, voilà. Et dans cette stratégie-là, c'est vrai qu'on a pu être amené à travailler avec un certain nombre de nouveaux partenaires, et en particulier des investisseurs qui sont venus chercher la mission Laïque française pour les accompagner dans des projets de développement de nouveaux établissements. Alors, quand nous accueillons un partenaire à la MLF, on respecte un certain nombre de principes qui sont déjà le respect des valeurs de l'association. C'est une dimension très importante pour nous. Je ne vais pas les rappeler là, puisqu'un grand nombre d'entre vous les connaissent. Mais il y a aussi un deuxième principe qui est celui que nos partenaires doivent réellement intégrer un réseau. Et donc, on cherche réellement à créer cette dynamique réseau qui repose sur un sentiment d'appartenance, sur de la mutualisation, sur des enjeux de collaboration. Et on est aussi amené à structurer ce qu'on pourrait appeler une offre adaptée en fonction du contexte. Et donc, on a une multitude d'offres aujourd'hui à proposer à l'ensemble de ces acteurs qui peut passer d'une aide à la construction, par exemple, d'un établissement autour des enjeux de forme scolaire. Donc ça, c'est des choses dont nous avons la compétence pour avoir déjà construit un certain nombre d'établissements. Et là, nous sommes
dans une phase aussi d'investissement en Égypte, puisque nous reconstruisons notre établissement EPR. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, nous avons aussi un certain savoir-faire dans ce domaine-là. C'est bien évidemment ce qu'on a parlé lors de la première table ronde de l'aide à l'homologation, c'est tout le champ de l'animation pédagogique et du suivi pédagogique. Et on se retrouve là aussi, en tout cas dans ces partenariats pédagogiques, mais on voit aussi un besoin des investisseurs aujourd'hui égyptiens d'être dans une vraie logique de délégation de gestion. Et donc, on va être amené aussi pour certains de ces partenariats à gérer la totalité de l'établissement dans toutes ses dimensions. Et donc là aussi, c'est d'autres formes que nous sommes amenés à pouvoir proposer. Sans oublier, mais je laisserai Catherine Bufflet être amenée à pouvoir présenter l'offre de développement professionnel, mais peut-être pour faire un peu le parallèle par rapport à l'offre et par rapport aux chiffres qui ont été donnés par la EFE. Aujourd'hui, une association comme la Mission laïque française est amenée à investir en comptabilité analytique, hein, c'est-à-dire intégrant l'ensemble des composantes. Je n'ai pas les chiffres très précis, mais ça avoisine, avec l'ensemble des conseillers pédagogiques présents sur nos différents réseaux, voilà, un investissement qui avoisine les 2 millions d'euros à peu près dans le budget global de l'association. Donc, on voit bien que nous sommes aussi dans cet accompagnement-là, avec cette offre, cette approche on va dire, une offre multiforme. Alors, je tiens aussi à préciser que tout ça, c'est appuyé aussi sur une méthode, c'est-à-dire une méthode en matière de développement. Depuis 3 ans, nous avons un développeur local, vous l'avez vu pour ceux qui étaient présents de la première table ronde, c'est Jérôme Lebars, hein, qui est un ancien chef d'établissement du lycée français d'Alexandrie, qui a une vraie connaissance aussi du territoire égyptien et de l'ensemble des acteurs locaux. Et le positionnement d'avoir une personnalité totalement dédiée aussi à l'accompagnement de ses partenaires, je pense, est un atout absolument majeur. C'est une mobilisation très forte auprès de l'ensemble de ses partenaires. C'est aussi pour nous un modèle, on parle maintenant de modèle égyptien, voilà, dans le cadre du développement de la MLF. Et donc, on est en train de penser aussi à sûrement une généralisation de ce modèle pour nous permettre, là aussi, et on le voit entre autres dans l'Afrique subsaharienne, nous avons quelques acteurs, mais aussi au Maroc, où on a été amené à conclure de nouveaux accords avec des investisseurs sur des partenariats. On voit bien que c'est une généralisation quand même de ce modèle, ou en tout cas une capacité avant de parler de généralisation, de développement assez important de l'ensemble de ces nouveaux modèles d'investissement. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle la mission laïque française s'est dotée, en tout cas s'est réorganisée et a créé une direction du développement du réseau reposant sur une approche méthodologique sur tous ces enjeux de développement.